Bonjour à tous et bienvenue dans cette conférence où nous allons parler de l'automatisation du cloud GCP avec Terraform. C'est parti. Peut-être vous travaillez peut-être sur GCP ou vous avez déjà entendu parler de GCP. Euh, dans cette présentation, je reviendrai sur Terraform et comment vous pouvez l'utiliser pour faciliter, pour simplifier la gestion de vos ressources sur le cloud de Google. Au menu de cette présentation, d'abord, je commencerai par une courte présentation. Je reviendrai un peu sur mon profil, ce que je fais, mes spécialisations. Ensuite, je parlerai d'infrastructure as code, parce qu'on ne peut pas parler de Terraform sans parler d'infrastructure as code. Ensuite, nous parlerons de Terraform, qu'est-ce que c'est, comment il fonctionne, quels sont ses avantages et à quoi il sert exactement. On fera une petite démonstration sur GCP et on terminera par une FAQ. Présentation. Alors, qui suis-je? Donc, moi, c'est Abdelaziz Bingicha Faré. Donc, je suis togolais, vivant en France. Et j'aime bien me définir comme un problem solver, c'est-à-dire l'informatique étant vaste, avec beaucoup de spécialisations. Le but d'un ingénieur, c'est de résoudre des problèmes face à une situation donnée. On souhaite faire une migration, on souhaite déployer tel service, on a besoin de telles compétences. Donc, moi, mon rôle, c'est d'apporter cette solution, d'aller chercher la solution, ou du moins de proposer des débuts de solution. Donc, je suis actuellement ingénieur plateforme chez Aviv Group. Donc, Aviv Group, c'est un groupe allemand qui est spécialisé dans les annonces immobilières. On est connu en France notamment au travers de deux de nos marques phares qui sont Se Loger et Meilleur Agent. Donc, actuellement, j'ai plus de 5 années d'expérience en tant que DevOps, Cloud Builder et je suis également mentor sur différentes plateformes. Et pour cette présentation, je possède plus d'une dizaine de certifications, dont 3 certifications et GCP et la certification HashiCorp Terraform. Et j'aime beaucoup cette maxime de Stendhal. La vocation, c'est avoir pour métier sa passion. Donc, chose que je vous invite à tous faire. Si vous souhaitez en savoir plus sur moi, n'hésitez pas à vous rendre sur mon portfolio ou à visiter mon blog, dont les liens sont sur la page, en bas de page. Entrons directement dans le vif du sujet. C'est quoi l'infrastructure as code? Euh, Nous ne pouvons pas parler de Terraform sans parler d'infrastructure as code. Dans une récente conférence pour le Cloud Facile qui était intitulée Comment démarrer sa carrière de DevOps en 2024, j'expliquais que l'infrastructure as code, c'est une pratique qui implique la mise en service et la gestion de l'infrastructure à l'aide de code. Et de différentes techniques de développement de logiciels, notamment le contrôle de version et l'intégration continue. Voici un exemple concret. Typiquement, l'infrastructure as code, on reprend le même concept bien connu des développeurs, notamment des mécanismes comme le système de gestion de version, des plateformes bien connues comme Git, GitHub, qui permettent donc aux développeurs de collaborer ensemble, donc de développer des applications, de travailler sur, de rajouter de nouvelles fonctionnalités. Donc, on reprend ces mêmes concepts et on essaie d'appliquer ça au monde de l'infrastructure. Donc, avec l'infrastructure as code, j'ai envie, par exemple, je souhaite créer des serveurs, je souhaite créer des load balancers ou je souhaite créer des règles de sécurité. Je ne vais plus aller sur une interface graphique et appuyer sur des boutons, mais j'ai maintenant cette possibilité de le faire directement à partir du code. Et comme on le verra un peu plus tard avec Terraform. Donc, avec l'infrastructure as code, on peut écrire du code en utilisant un langage de configuration, donc, ce qui va nous permettre de définir, de provisionner et de gérer notre infrastructure. Donc, ici, on peut bien voir, on écrit du code d'un infrastructure code, on gère ça sur une plateforme comme GitHub, GitLab, ainsi de suite. On effectue par exemple un push et à partir de là, tout est déployé soit sur nos propres data centers ou soit sur du cloud. Un peu d'historique. Il fut un temps où le rôle de l'administrateur système, c'était de configurer manuellement des dizaines, voire des centaines de serveurs, des pare-feux, en interagissant avec l'interface graphique. Donc, on peut le voir, ce schéma. Avant, donc, on avait l'administrateur, il était là, son rôle, c'était, voilà, j'ai besoin de serveur web, j'ai besoin de serveur de fichiers, j'ai besoin de base de données, ainsi de suite. Donc, ce qui était bien,
Ça pouvait aller lorsque vous avez 2, 3 serveurs. Mais à partir du moment où vous avez des dizaines ou des centaines de serveurs, ça commence à poser pas mal de problèmes. Notamment les capacités à scaler rapidement. Je m'explique. Dans certaines situations, en cas d'incident, il faut être réactif, il faut gérer les incidents. Parfois, on a besoin de rajouter des nouveaux serveurs en très peu de temps. Donc, pour devoir le faire manuellement devenait de plus en plus difficile, de plus en plus compliqué. Vous avez également le risque d'erreur humaine parce que s'il faut faire les mêmes configurations sur 2, 3 serveurs, c'est possible, c'est jouable. Mais à partir du moment où vous devez faire les mêmes configurations peut-être sur 4, 10, 20, 30 serveurs, ça devient plus compliqué. Et l'homme, la nature humaine étant ce qu'elle est, il y a ce risque au fait d'erreur humaine. La difficulté de gérer autant de serveurs à l'échelle, donc ce qui entraîne des problèmes de complexité, et parfois des problèmes de communication. C'est-à-dire, les administrateurs, entre les ops, sont séparés des développeurs, de ceux qui déploient les applications sur ceux qui déploient les applications qui sont sur les serveurs. Donc, parfois, il n'y avait pas de bout de feedback. Donc, la communication était rompue entre les deux parties, ce qui ralentissait l'ensemble du processus. L'émergence du DevOps qui prône justement une meilleure collaboration entre les développeurs et les DevOps et les Ops a permis de résoudre pas mal de ces problèmes. Donc, dès lors, on peut déduire les bénéfices de l'infrastructure as code. Déjà, premier bénéfice, c'est déclaratif. Lorsque vous écrivez de l'infrastructure as code, comme nous le verrons bientôt, tout est déclaratif. C'est assez expressif. Je peux dire, je veux un serveur de 4 Go de RAM, j'ai juste à mentionner ça. Je veux 10 serveurs de 100 Go de RAM, j'ai juste à décrire ça et tout est fait, tout est créé automatiquement. La gestion du code. Je peux réappliquer des concepts bien connus du monde du développement comme le versionning, comme l'intégration continue. Je reprends ces concepts et j'applique ça, cette fois-ci, au monde de l'infrastructure, ce qui est très bien. C'est auditable. L'infrastructure étant du code, je peux définir des règles de sécurité, des règles de policy qui correspondent à mon organisation. C'est portable. Je peux copier, partager ce code et l'exécuter depuis n'importe où. Quels sont les outils qui permettent de faire de l'infrastructure code? Il existe beaucoup, de nombreux outils, mais les plus populaires que vous retrouverez, il y a donc Terraform, qui est l'objet de cette présentation. Il y a AWS CloudFormation qui nous vient d'AWS. Il y a Azure Bicep qui nous vient d'Azure. Il y a Google Cloud Deployment Manager qui nous vient de Google. Et il y a Pulumi également, qui est un concurrent sérieux de Terraform. Donc, n'hésitez pas à explorer, à tester différents outils pour trouver celui qui vous correspond le mieux. Terraform. Qu'est-ce que c'est Terraform? Terraform, c'est un outil d'infrastructure as code qui a été créé par HashiCorp. HashiCorp, c'est l'une des entreprises les plus connues dans le monde du DevOps. On peut dire, on les doit beaucoup parce qu'ils ont vraiment propulsé en fait le DevOps à un autre niveau, notamment en inventant certains outils comme Packer, Vault, Nomad qui sont largement adoptés de nos jours dans les entreprises. Donc, Terraform a été créé en 2014. Terraform permet d'automatiser la construction des ressources cloud à partir de fichiers de configuration déclaratifs. Le HTML, on parlera tout à l'heure. Ensuite, Terraform est open source, mais il n'est pas libre. Parce que depuis quelques mois, avant, Terraform était complètement open source, n'importe qui pouvait l'utiliser, pouvait démarrer un business, pouvait réutiliser Terraform sans payer à HashiCorp. Mais depuis quelques mois, ils ont changé la licence. Dorénavant, ce n'est plus possible de réutiliser Terraform pour son propre business. Par contre, c'est nous, en tant qu'utilisateurs finaux, si on souhaite utiliser Terraform pour gérer notre infrastructure, on peut toujours le faire. Tant qu'on n'est pas en concurrence, on n'est pas en concurrence avec HashiCorp. Quels sont les points forts? Les points forts de Terraform, le premier, c'est cloud agnostique. Cloud agnostique dans le monde du cloud est souvent utilisé pour mentionner qu'un outil est indépendant du cloud. C'est-à-dire, je peux utiliser Terraform, je peux travailler aussi bien sur un cloud, sur le cloud AWS, demain basculer sur le cloud GCP, après demain basculer sur le cloud Azure. En gagnant toujours Terraform. Chose qui n'est pas possible avec des outils propriétaires des cloud providers comme AWS CloudFormation ou bien Azure Bicep, dont on a parlé tout. Il est multi-cloud, il supporte plusieurs clouds, il supporte également des data centers, du on-premise, et ainsi de suite. Donc, Terraform permet de gérer l'infrastructure. Terraform a tout ce dont on a besoin pour gérer facilement et rapidement, de façon efficiente
les infrastructures. Il y a également un support entreprise, si vous souhaitez, et Terraform, existant depuis quasiment 10 ans, possède une très large communauté. Donc, si vous rencontrez des difficultés, vous avez des erreurs, lorsque vous travaillez avec Terraform, vous trouverez forcément des solutions sur Internet. Comment fonctionne Terraform? C'est quoi le workflow de Terraform? Le workflow est constitué de 4 étapes, de 4 phases. La première phase, c'est la phase qu'on va appeler définition des fichiers. D'accord? Donc, dans cette première phase, cette phase va consister au fait à écrire vos fichiers de configuration. Donc, vous allez décrire à quoi va ressembler votre infrastructure. L'infrastructure que vous utilisez, à quoi elle doit ressembler. Par exemple, dans cette phase, je peux créer le fichier, mes fichiers de configuration. Je peux dire, OK, j'ai besoin de 5 serveurs de 4 Go de RAM. J'ai besoin de 10 serveurs de 1 Go de RAM. Une fois que vous avez défini vos fichiers, il y aura une deuxième phase qui va être la phase d'init, la phase d'initialisation. Dans cette phase, ce qui va se passer, c'est que Terraform va télécharger les plugins et toutes les extensions dont il a besoin pour travailler. D'accord? Donc, dans cette phase init, vous allez retrouver, si vous travaillez sur AWS, Terraform va télécharger ce qu'on va appeler le provider AWS. Si vous travaillez sur GCP, Terraform va télécharger ce qu'on va appeler le provider GCP. Ensuite, vous avez l'étape de plan. L'étape de plan, ça consiste au fait à visualiser le plan d'exécution. Lors de cette phase, Terraform va vous montrer exactement ce qu'il souhaite faire. Il souhaite peut-être rajouter de nouveaux serveurs, il souhaite supprimer un ancien serveur ou souhaite modifier les propriétés d'un serveur. Et enfin, vous avez l'étape finale qui est l'étape apply. Donc, dans cette étape, Terraform va réellement créer les ressources souhaitées. Ensuite, on fait un petit aparté sur HCL. HCL, c'est le langage donc, de configuration d'HashiCorp. C'est un langage de configuration qui est similaire au JSON. C'est assez simple, c'est très facile à apprendre et il permet donc de déclarer l'infrastructure, de votre infrastructure dans les fichiers de configuration, les fichiers TF. Toutefois, retenez bien, HCL n'est pas un langage de programmation. HCL ne peut pas être comparé à des langages comme Python, Go, JavaScript, ainsi de suite. Le langage inclut juste un petit nombre d'éléments de base qui vous permettent d'atteindre votre objectif, de déclarer votre infrastructure. À quoi ressemble une syntaxe HCL? Donc, ici, vous pouvez voir, vous avez donc le type de bloc. Vous avez un bloc. Ensuite, vous avez le label, vous avez l'identifiant, vous avez l'expression et vous avez les arguments passés. Donc, ici, on prend un exemple concret. Supposons, je travaille sur GCP, j'ai besoin de créer un réseau. Donc, je souhaite créer un réseau GCP. Donc, voici l'instruction que je dois mettre. D'accord? Donc, ici, j'ai le bloc ressources. Donc, ici, j'ai l'identifiant. Donc, j'ai le label ici. Je souhaite créer Google Compute Network. Donc, je souhaite créer un réseau sur Google. Ici, j'ai l'identifiant de mon réseau. À l'intérieur, j'ai des arguments. J'ai des arguments que je souhaite passer. Ces arguments, dans le cas présent, je souhaite passer le nom de mon réseau et je ne souhaite pas que Google crée automatiquement des sous-réseaux pour ce nouveau réseau que je viens de rajouter. Donc, tout au long de la syntaxe HTML, vous allez définir des blocs, vous aurez des arguments, vous aurez des identifiants, vous avez des expressions. Vous pouvez utiliser des expressions, c'est-à-dire, vous pouvez écrire des instructions du style « je veux créer 4 fois ce bloc ». C'est-à-dire, ici, je peux rajouter une instruction qui va dire « crée-moi 4 fois cette ressource ». J'ai envie de peut-être parser un tableau et récupérer une valeur, ainsi de suite. Donc, je peux écrire ce genre d'expression, très avancé. Et ici, vous pouvez voir, j'ai un commentaire qui commence par dièse. Donc, je peux écrire un commentaire pour rendre mon code plus lisible. Je dis par exemple que, voilà, ici, je définis mon réseau principal. Quels sont donc les types de ressources qu'on a lorsqu'on travaille avec Terraform? Donc, vous allez retrouver plusieurs types. D'abord, le premier, donc, ce sont les arguments, comme on l'a vu tout à l'heure. Vous avez ce qu'on va appeler des providers. Donc, des providers, c'est un peu comme des plugins qui vont vous permettre d'interagir avec l'infrastructure cible. Ça peut être soit, je souhaite utiliser Terraform pour gérer un cluster Kubernetes, je souhaite utiliser Terraform pour gérer mon infrastructure sur GCP, je souhaite utiliser Terraform pour gérer l'infrastructure sur Alibaba Cloud, par exemple. Vous avez des variables, ça vous permet de réutiliser, de définir, de paramétrer votre code. Vous avez des outputs. Les outputs, ce sont des ressources que vous souhaitez exposer. Par exemple, dans l'exemple précédent, j'ai créé
un nouveau VPC, je souhaite peut-être exposer le nom de ce VPC pour qu'il soit réutilisable par une autre équipe ou ailleurs. Là, j'ai des outputs. J'ai le state dont on parlera tout à l'heure et on a également les modules dont on parlera tout à l'heure. Voici les 6 commandes de base que vous devez connaître si vous souhaitez démarrer Terraform. Vous avez la commande init, donc comme son nom l'indique, qui va vous permettre d'initialiser votre répertoire. Vous avez la commande validate qui va vous permettre de valider, de vérifier que tous vos fichiers sont valides. Vous avez la commande FMT qui vous permet de formater votre code, de l'aligner par rapport au standard recommandé par HashiCorp. Vous avez la commande Terraform Plan qui va vous permettre de visualiser l'infrastructure qui sera créée. Vous avez la commande Apply qui va vous permettre de créer les ressources. Et vous avez également la commande destroy qui vous permet de supprimer, de détruire toutes vos ressources. Passons, continuons avec les modules. Les modules, c'est quoi? C'est l'un des concepts fondamentaux à retenir lorsque vous souhaitez travailler avec Terraform. Donc ici, par exemple, j'ai mon répertoire. Donc le répertoire contient différents fichiers, comme vous pouvez le voir. On a le fichier principal main. On a l'output, donc je souhaite exposer des ressources. J'ai les providers, donc où je vais mentionner les providers que je vais utiliser. J'ai des variables, j'ai les versions où je définis des contraintes sur les ressources que je souhaite utiliser. Mais quel est le problème? Si, imaginons que, voilà, je gère mon infrastructure comme ça, et mon infrastructure évolue. Donc, parce que mon business se développe bien, donc j'ai de plus en plus besoin de rajouter de nouveaux composants et tout. Donc, je risque de me retrouver avec énormément de code, ce qui entraîne un risque de doublon, de répétition et de difficultés à gérer, de difficultés de gestion. Donc, les problèmes qu'on a, on a donc les problèmes de maintenabilité, la maintenabilité qui est l'un des principes fondamentaux de l'ingénierie logicielle, de l'informatique de façon globale. C'est-à-dire, lorsque vous travaillez sur un projet, vous devez faire en sorte que le projet survive. C'est-à-dire, comment est-ce que cette façon la façon dont je perds, est-ce que c'est possible en fait de maintenir ce code dans 5 ans? Dans 5 ans, si quelqu'un d'autre reprend ce projet, est-ce qu'il pourra continuer à travailler dessus? Donc, vous devez toujours vous assurer que vous respectez ce principe de maintenabilité. Vous avez également un risque d'erreur élevé. Si vous avez un seul dossier où vous créez toutes vos ressources d'infrastructure, peut-être ça va être difficile de garder un œil, d'avoir une vision globale au fait de toute votre infrastructure. Il se peut que, à force de rajouter de nouvelles ressources, des trucs vous échappent. Donc, il y a un risque d'erreur et évidemment, c'est pas efficace. Du coup, l'avantage des modules, c'est là qu'intervient les modules. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai restructuré mon répertoire. Donc, ici, j'ai donc le répertoire principal, donc on va appeler le module principal. D'accord? Et à l'intérieur, donc, j'aurai un dossier que je vais appeler module. Et ce dossier va contenir ce que je vais appeler des sous-modules. D'accord? Donc, ces sous-modules, ici, on peut le voir. J'ai un sous-module VPC qui va me permettre donc de créer un VPC. J'ai un sous-module web server qui va me permettre de créer, par exemple, un serveur web. Et à l'intérieur de ce module-là, je peux mettre tous les fichiers que je souhaite créer. Par exemple, j'ai besoin d'un fichier main qui va créer les ressources importantes. J'ai des variables. Je souhaite variabiliser ce module. Je souhaite définir des contraintes de version, donc que je mettrai dans le fichier version. Je souhaite que ce module exporte des paramètres, donc que je mettrai dans l'output. Et donc, une fois que c'est fait, depuis mon maintf, je vais pouvoir invoquer ce module-là, comme on le verra tout à l'heure lors de la démonstration. Donc, dès lors, j'ai beaucoup d'avantages, notamment, ça m'évite de me répéter, parce que si j'ai envie de créer 3 VPC, je ne vais pas dupliquer le code pour créer le VPC dans le fichier main. Par contre, tout ce que je vais faire, je vais juste invoquer ce module-là 3 fois, ce qui est plus simple, ce qui est plus lisible. Et évidemment, donc ça permet aussi de repartager, d'avoir un truc qui est réutilisable, que je pourrais repartager avec le monde entier, je pourrais repartager avec mes collègues. Donc, ça rend le code plus lisible et ça permet une forte abstraction. C'est-à-dire, on a ici le projet main qui va juste s'occuper au fait de gérer, de créer des VPC. Là, il va juste invoquer le module VPC pour créer un VPC. Il n'a pas à se soucier de savoir est-ce que le VPC sera créé de telle façon ou telle façon. Non. Lui, tout ce dont il a besoin, c'est créer-moi un VPC. Donc, il invoque le sous-module VPC. Et résultat, on a un ensemble qui est plus cohérent. Voici mes recommandations pour vos modules. D'abord, essayez de modulariser votre code pour garder votre base de code propre, hein, ne pas se répéter, hein, en encapsulant les meilleures pratiques. Utilisez les bons paramètres pour vos modules. Si vous avez
comme on l'a vu tout à l'heure, vous pouvez variabiliser vos modules, mais faites en sorte que les entrées, les paramètres que vous demandez lorsqu'on souhaite utiliser vos modules soient les plus pertinents possibles. N'hésitez pas à utiliser Terraform Public Registry qui contient déjà un certain nombre de modules qui sont prêts à l'emploi. Et vous pouvez également publier, partager votre module avec vos équipes. On attaque donc une dernière notion à comprendre avant la démo, c'est le concept de Terraform State. Lorsque vous exécutez Terraform, en fait, ce qu'il fait, il a besoin d'enregistrer l'état de votre infrastructure. Donc, pour ça, il le fait dans un fichier qui s'appelle le state file. Donc, le fichier Terraform State, c'est un fichier qui contient les métadonnées de votre infrastructure. Ce fichier, c'est un mappage, c'est un mapping. Il mappe, en fait, l'existant, c'est-à-dire tout ce qui existe en réalité sur l'infrastructure cible et ce que vous souhaitez faire. Tout est là, tout est traqué. Donc, vous pouvez le voir comme l'intelligence, comme le fichier de référence, la base de connaissances de Terraform. Donc, ce fichier vous permet donc permet à Terraform de traquer vos configurations. Donc, le state, c'est quoi? Donc, comme je l'ai dit tantôt, c'est un référentiel donc, de métadonnées de votre configuration d'infrastructure. Par défaut, il est sauvegardé. Il est sauvegardé déjà dans ce qu'on appelle un backend. On en parlera tout à l'heure. Et par défaut, donc, ce state est stocké dans un fichier local qui s'appelle le terraform.tfstate. Ensuite, vous avez également donc, la possibilité d'utiliser des backends externes. On parle de remote backend. Et donc, dans ce cas, ce que vous allez faire, vous allez sauvegarder donc, le state dans un hors de votre machine. D'accord? Typiquement, vous pouvez utiliser du GCP Cloud Storage. Si vous êtes sur AWS, vous pouvez utiliser AWS S3 Bucket. Peu importe le cloud provider que vous utilisez, vous avez toujours moyen d'utiliser son service de stockage comme backend pour Terraform. Donc, quelles sont mes recommandations par rapport à ça? Donc, évidemment, non, utilisez le remote state lorsque vous travaillez en équipe. C'est très important parce que par défaut, le fichier state se trouve sur votre machine. Donc, si vos collègues essaient d'interagir avec l'infrastructure, ils ne connaissent pas ça. Donc, malheureusement, ils ne vont pas le faire. Donc, c'est très important d'avoir un remote state, d'utiliser un remote state pour partager la connaissance de l'infrastructure avec toute l'équipe. Ensuite, le fichier Terraform State, c'est un fichier qui est c'est un fichier texte, en fait, c'est un fichier JSON. Donc, tout est clair dedans. Donc, vous ne devez pas sauvegarder des trucs sensibles, notamment des secrets. Donc, ici, qu'est-ce que je désigne par secret? Donc, ce sont les mots de passe, ce sont les API keys, ainsi de suite. Donc, vous ne devez jamais les sauvegarder dans le state. Ensuite, utilisez un backend qui supporte les chiffrements. Donc, tout ce qui est encryption, vous avez beaucoup de backends, la plupart des backends de support. Et également le versionning. Le versionning, c'est un concept qui est très utilisé dans le stockage, notamment sur les différents cloud providers, qui vous permettent en fait de traquer l'historique d'un fichier. C'est-à-dire, si vous avez un fichier qui contient A, si ce fichier est modifié, et par exemple, vous remplacez le A par B, par exemple, donc, le service va garder l'historique, c'est-à-dire il va garder la précédente version du fichier qui contient le A et la nouvelle version du fichier qui contient le B. Donc, lorsque vous interagissez avec votre infrastructure, notamment via Terraform, c'est très recommandé d'activer le versionning parce que en cas de problème, et là je ne parle pas d'expérience, en cas de problème, vous pouvez revenir en arrière pour retrouver une ancienne version de votre fichier. Et évidemment, ne modifiez jamais ce fichier state manuellement parce que c'est un fichier qui est lu uniquement par Terraform, qui est très sensible. Donc, ne le modifiez jamais manuellement. Ensuite, maintenant, on va passer donc à la partie démonstration. Donc, concrètement, comment se fera le déploiement. Voilà, à ce stade, vous êtes expert sur Terraform, vous possédez les bases, vous souhaitez démarrer, vous souhaitez déployer votre infrastructure GCP. Donc, juste petit rappel, la partie authentification, qu'est-ce que vous avez? Comment pouvez-vous authentifier avec Google? Vous pouvez utiliser le Google Cloud SDK, ou soit, si vous préférez, vous pouvez utiliser le Cloud Shell. Vous pouvez également décider d'utiliser une machine virtuelle GCP qui possède un bon service à compte, qui a toutes les permissions nécessaires pour interagir avec les services que vous souhaitez créer. Et vous avez également le Workload Identity Federation qui vous permet en fait de vraiment vous connecter, de définir des entités externes lorsque vous travaillez avec GCP. Donc, il y aura la première chose à faire, déjà la démo de cette présentation. Vous la retrouvez donc sur mon GitHub. Donc, déjà, vous pouvez commencer par créer un premier fichier qui va être le fichier version TF, qui est très important parce que dans ce fichier, vous définissez les contraintes pour exécuter votre application. Là, par exemple, je dis,
OK, c'est bon, pour pouvoir exécuter mon code Terraform, il vous faut une version de Terraform 1.8. D'accord? Ensuite, ça veut dire que si quelqu'un a une ancienne version de Terraform, ça ne marchera pas. C'est très important. Ça vous permet de garder déjà, d'éviter des mauvaises surprises. Parce que si je ne mets pas de version dessus, peut-être une personne vient avec une version qui est plus récente, peut-être en temps il y a eu des changements et ça risque de casser le code. Ensuite, je peux définir le provider de Google que je souhaite utiliser. Également, je peux restreindre les versions. Là actuellement, je veux les versions je veux les versions 5.32. Je vous recommande toujours de garder une approche similaire pour éviter des breaking chains qui pourraient être impactants pour votre business. Donc, il y a cette partie, vous définissez donc les contraintes en termes de version. Ensuite, vous définissez ensuite le provider. Donc, vous configurez votre provider. Ici, en l'occurrence, Google. Donc, ici, je spécifie le nom du projet dans lequel je souhaite travailler. Je spécifie aussi la région, qui est très important. D'accord? Donc, cette région, là, actuellement, je souhaite travailler dans la version et dans la région qui se trouve dans cette variable, qui est enregistrée dans la variable GCP Region. Je peux, par exemple, décider, OK, là, j'ai envie de déployer mon code sur la région Paris. Demain, peut-être, je souhaiterais déployer le code sur la région aux États-Unis, par exemple. Donc, j'aurais juste besoin de remplacer la variable GCP Région et je réexécute mon code et il est créé. Ensuite, par défaut, comme vous pouvez le voir, le backend qui sera utilisé sera le backend local. Ça veut dire que votre infrastructure sera sauvegardée dans un fichier local, un TF state local. Vous pouvez, par contre, décider d'utiliser un remote state, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, dans ce cas, par contre, vous devez configurer le backend GCS, qui veut dire Google Cloud Storage. Donc, dedans, vous devez mentionner le bucket qui sera utilisé pour sauvegarder votre fichier state. Et vous devez aussi mentionner le préfixe. Pour le préfixe, je vous recommande toujours de spécifier la région dans le préfixe. Ça vous permet de bien séparer, les infrastructures d'une région à l'autre. Même si actuellement vous ne travaillez que sur une seule région, à chaque fois dans le préfixe, essayez de préciser la région. D'accord? Le jour où votre business évolue, vous avez besoin de déployer dans une nouvelle région, vous n'aurez pas de difficulté. Ensuite, avant de passer donc au FAQ, donc je quitte le plein écran et je reviens donc dans la démo. Donc, ici, vous pouvez voir, comme vous pouvez le voir ici, donc j'ai préparé mon projet. Donc, voilà. Donc, ici, vous avez le fichier principal. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, d'abord, vous pouvez voir ici, j'ai les modules. Donc, dans ce module, j'ai deux modules. Donc, j'ai un module VPC, donc qui va permettre de créer un réseau. Donc, on peut entrer dedans, vous allez voir. D'abord, vous avez le fichier main. Dans le fichier main, je définis exactement ce que je souhaite créer. En l'occurrence, ici, je souhaite créer et une ressource réseau. Donc, j'ai envie de créer le réseau. Donc, le nom du réseau me sera passé comme variable. Ensuite, je souhaite créer un sous-réseau ici. Un sous-réseau par défaut. Donc, ici, en variable, j'ai besoin de la région et j'ai besoin de l'intervalle de l'adresse réseau pour ce sous-réseau-là. Ensuite, évidemment, c'est rattaché. Ici, je souhaite créer un pare-feu, un firewall, qui va autoriser le trafic sur le port 22. Voilà. Pareil, je souhaite également créer un firewall qui va autoriser le trafic sur le port de mon serveur. Pareil, c'est fait ici. Donc, ce qu'il faut retenir dans ce module, donc, on a un main qui est là. On a les variables qui seront passées. Donc, toutes ces variables-là n'ont pas de valeur par défaut, sauf la région. Donc, pour invoquer ce module, il faudra à chaque fois passer les variables. Ensuite, une fois que les ressources sont créées, j'exporte ça. D'accord? Notamment, j'exporte l'ID du sous-réseau parce que ça sera utilisé après, pas d'autres sources. Donc, ce module-là, c'est un module VPC qui crée un VPC qui va créer des firewalls par défaut, qui va créer un sous-réseau et qui va exporter l'identifiant de ce sous-réseau. Donc, si on retourne dans le main, comme vous pouvez le voir, donc ici, j'invoque donc mon module, je passe donc le nom de ce module, je passe donc la plage d'adresse réseau, je passe le port de mon serveur et je passe également la région dans laquelle il faut opérer. Donc, une fois que ça c'est fait, après, une fois que c'est fait, je crée ensuite mon serveur web. Très important, avec Terraform, vous pouvez chaîner, vous pouvez définir l'ordre d'exécution. D'accord? Donc ici, par exemple, j'ai une instruction qui s'appelle depends on, qui me dit, OK, avant de créer le web server, ça dépend du VPC. Donc, créez-moi le VPC avant de créer le web server.
Donc, pareil, ici, j'ai donc mon module web server. Je passe le nom de l'application, je passe le nom du réseau. Donc, vous pouvez le voir ici. Ici, c'est l'output du réseau que je récupère ici. Je définis certains paramètres, notamment les labels, qui sont très importants. Donc, à chaque fois que vous créez des ressources, prenez cette habitude de toujours définir des labels. D'accord? C'est-à-dire, vous avez un label, vous pouvez dire, OK, notamment le label peut-être environnement, qui va vous permettre de vous retrouver d'un projet à l'autre. Vous avez le label, peut-être le nom de l'application, bien le nom de l'équipe. Vous pouvez avoir un label qui va s'appeler Team, par exemple. Donc, qui va correspondre au nom de l'équipe. Vous pouvez avoir un label qui va s'appeler département, qui va correspondre au département voilà, auquel est rattaché le projet, par exemple. Donc, on poursuit. Donc, ici, voici à quoi ressemble donc, le main. Donc, vous pouvez voir également ici pour le serveur. Donc, ici, je crée mon serveur avec toutes les instructions qu'il faut. Ici, la particularité, c'est que j'ai rajouté ce qu'on va appeler un startup script. Donc, pour ceux qui travaillent sur GCP, ils savent de quoi je parle. Donc, ça correspond à un script qui sera exécuté au démarrage. En l'occurrence, dans le cas présent, ce que je souhaite faire, c'est je souhaite que lors de mon démarrage, que toutes ces commandes-là, ce petit script soit exécuté. Donc, ce script, c'est quoi? Donc, on fait une mise à jour du système, on installe Python, on récupère un projet, c'est une petite application que j'utilisais, que j'avais mis en place pour un article de blog. Donc, c'est une application Python qui a été écrite avec le framework FastAPI. Donc, ici, qu'est-ce que je fais? Je clone ça, je récupère ça, j'installe les dépendances et je lance cette application. Donc, voici un script init. Donc, tout est fait, tout a été fait depuis le code, l'infrastructure as code, et maintenant, je vais exécuter ça. Donc, en termes d'exécution, vous pouvez voir ici, donc provider, comme vous l'avez vu tantôt, j'ai spécifié ici le backend. Donc, je vais travailler sur un backend, un remote backend, en l'occurrence celui de GCP. Ici, j'ai des variables. Ici, j'ai également défini les contraintes sur les versions. Voilà. Une fois que c'est fait, pour automatiser, j'ai préparé un petit fichier Makefile. Ça m'évite d'avoir tapé ces noms commandes. Je me suis fait mon petit Makefile, en fait, qui me permet rapidement de lancer des commandes. Donc, ici, comme on peut le voir, première étape, j'ai fait un make init. Voilà. Donc, cette commande, à quoi elle correspond? Donc, ici, ce que je fais, c'est que je fais le Terraform init et je configure mon backend. Ce qui est très intéressant à faire parce que ça permet en fait de définir plusieurs environnements. C'est-à-dire, je peux avoir le même projet. Ici, dans la partie stage, j'ai un environnement dev et j'ai un environnement prod. D'accord? Dans l'environnement dev, par exemple, je peux configurer des variables qui sont spécifiques au fait à l'environnement dev. Notamment, ici, je peux mentionner par exemple que l'environnement est égal à dev. Donc, ce sont des fichiers qui sont TFA, on n'en a pas parlé, mais retenez que les fichiers .tfa, ce sont des fichiers qui permettent au fait de définir des variables, de définir des valeurs pour ces variables et pour vos variables Terraform. Ici, j'ai le fichier backend HCL. Les fichiers HCL sont des fichiers au fait qui permettent justement de compléter, de définir à la volée la configuration de votre backend. Au lieu de le faire de façon statique, vous pouvez le faire de façon manuelle, de façon dynamique. Donc, ici, vous pouvez voir les valeurs. Donc, ici, ça me permet de définir donc, toutes les valeurs qui vont correspondre à l'environnement de dev. Ensuite, ici, j'ai les variables qui vont correspondre donc, à l'environnement de production. Donc, là, j'ai déjà fait le make init. Donc, je peux par exemple faire un make validate qui va me permettre de vérifier que tout est correct. Donc, là, c'est top. On m'informe que ma configuration est valide. Ensuite, je peux faire un make plan. Donc, le make plan va me permettre de visualiser exactement ce qui sera créé. Hop, je viens ici. Voilà. Donc, on m'informe que Terraform m'informe qu'il souhaite donc créer les ressources que j'ai demandées, notamment un firewall, 2 firewalls. Ensuite, il va créer le réseau. D'accord? Ensuite, il va créer le sous-réseau. Il va enfin créer mon instance. Donc, voilà. Et à la fin, en output, il va me renvoyer le lien vers mon serveur. Une fois que c'est fait, je fais juste un make apply. Et voilà. Donc, la commande make apply, donc, comme vous pouvez le voir, Terraform est actuellement en train de créer mes ressources. Donc, pendant que les ressources sont créées, donc, voici, je vous renvoie le lien vers la démo. Donc, ici, voici donc le repo qui est disponible sur GitHub. Donc, pour ce repo, j'ai rajouté un petit workflow GitHub Action. Donc, ça, c'est un workflow d'intégration continue qui vous permet donc de déployer
qui permet de déployer automatiquement à chaque changement. Donc là, typiquement, si je modifie mon code, je fais un push. Dès que je fais un push sur la branche main, il va automatiquement déployer ça sur Terraform. Terraform va automatiquement déployer ça sur GCP. D'accord? Donc, ici, vous pouvez voir, j'ai 2 jobs. D'abord, il y a le job validation et c'est ce que je vous recommande de faire à chaque fois que vous travaillez avec Terraform. Ayez toujours une première partie où vous vérifiez que tout est correct, donc, notamment cette étape de validation. Et ensuite, vous avez une seconde partie qui va être l'étape de déploiement. D'accord? Ça vous fait gagner du temps. S'il y avait des erreurs, dès cette étape-là, le job échoue et vous êtes informé, vous fixez ça avant de passer au déploiement. D'accord? Et évidemment, dans un contexte d'entreprise, vous pouvez rajouter un job qui va s'occuper de vérifier les règles de sécurité, qui va peut-être faire de la compliance, et ainsi de suite. Donc, voilà. Et donc, si je reviens ici, donc vous pouvez voir typiquement à quoi ça ressemble. Voilà. Donc, on a le job validé et après, on a le job de déploiement. Donc, là, ça tombe bien. Mon infrastructure a été créée. Donc, j'ai le lien qui m'a été fourni. Donc, je peux copier ça. Hop, si je copie ça. Copie ce lien et on va essayer d'y accéder. Pour l'instant, ce n'est pas encore disponible. Le lien n'est pas encore disponible le temps que mon script de Claude Init s'exécute. Donc, en attendant, on peut passer donc à la dernière étape, donc, qui est la FAQ. Donc, merci de m'avoir écouté. Donc, je suis ouvert à vos questions. Donc, je vous écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour l'instant, je ne vois pas de... Attendez juste une minute. Alors, je suis en train de lire les questions. Alors, on va essayer de répondre. On va aller de la plus ancienne à la plus récente. Alors, première question de Fatou. Quels sont les principaux avantages de l'utilisation de Terraform par rapport à d'autres outils d'infrastructure as code? Super question. Donc, comme je l'ai dit, j'ai présenté plusieurs outils d'infrastructure as code. Donc, vous avez notamment Terraform qui est le plus populaire, mais vous avez également Pulumi, vous avez tous les outils qui nous viennent des cloud providers. Donc, que ce soit AWS Cloud Formation, que ce soit Azure Bicep, que ce soit Google Cloud Deployment Manager. Donc, parmi les avantages, les points forts de Terraform, j'avais mentionné le fait que Terraform était, premier point, Terraform était multi-cloud, il était agnostique. Ce qui veut dire que vous pouvez utiliser Terraform aujourd'hui avec AWS. Si demain, vous décidez de, je sais pas, pour différentes raisons, vous changez peut-être d'entreprise ou de contexte, vous basculez sur GCP, vous continuerez à utiliser Terraform. Donc, ce qui vous permet de réutiliser le même savoir. C'est-à-dire, si vous apprenez HCL, dont on a parlé par exemple, vous pouvez réutiliser ces connaissances-là. Par contre, si demain, vous décidez d'utiliser un outil qui nous vient d'un cloud provider comme Azure Bicep, qui vient d'Azure, qui permet de créer des ressources Azure. Si demain, vous basculez sur AWS, vous ne pouvez pas le réutiliser, en fait. Donc, en tant que consultant ou du moins en tant que expert, DevOps, c'est limitant, c'est bloquant en fait. Donc c'est pour ça, j'élimine déjà tous les outils qui nous viennent des cloud providers. Donc une fois que c'est éliminé, les deux restants c'est Terraform et c'est Pulumi. Donc là, c'est plus au choix, c'est plus des préférences. Il y a Terraform, c'est un peu l'original, on va dire. Pulumi, c'est notre approche. La philosophie Pulumi, c'est plus intéressant lorsque vous êtes déjà développeur. C'est-à-dire si vous développez aujourd'hui en JavaScript, en Golang, en Python, en Java, ainsi de suite, là, effectivement, Pulumi peut être plus intéressant pour vous parce que là, vous continuez à coder, en fait. Ce sont les vrais, c'est pas déclaratif, c'est vraiment des concepts de programmation. C'est pour ça, moi, ce que je vous recommande, AWS a également introduit cette notion à travers ce qu'ils appellent le CDKTF, donc qui vous permet également d'utiliser des langages de programmation pour de créer vos ressources. Donc, j'avais écrit un article dessus, d'ailleurs, sur petite pub. J'avais écrit un article dessus sur comment démarrer, comment créer vos premières ressources AWS avec le CDKTF. Donc, je vous invite à jeter un coup d'œil à mon blog pour démarrer si jamais ça vous intéresse. Mais quoi qu'il en soit, ce que je vous recommande, c'est de pratiquer. Vous pratiquez le maximum et après, vous choisirez vos préférences. J'espère avoir répondu à la question. Comment Terraform gère-t-il les secrets variables sensibles au déploiement sur GCP?
Oui, très bonne question. Donc, comme mentionné, déjà, dans le Terraform state, en fait, ce que vous devez éviter de faire, c'est de sauvegarder, étant donné que c'est un fichier texte, donc tout est en clair. Donc, vous devez éviter d'y sauvegarder des API keys, des passwords ou tout ce qui est sensible. Donc, toutes ces ressources doivent être sauvegardées dans des ressources externes. Donc, typiquement, vous pouvez utiliser HashiCorp Vault, par exemple, qui est très utilisé. Donc, je vous le recommande d'ailleurs. Vous pouvez utiliser le service de Secret Manager qui nous vient de Google, par exemple, pour sauvegarder vos paramètres. Et donc, là, ce qui va se passer, c'est que dans vos instructions, par exemple, ce que j'ai fait, ici, ce que je peux faire, par exemple, je peux rajouter une nouvelle instruction qui va dire, OK, typiquement, on peut avoir une instruction qui va être d'état GCP où je récupère, c'est-à-dire lors de l'exécution, ce qui va se passer, c'est que lors de la création, Terraform va envoyer une requête au service en question. Ça peut être Vault, ou bien ça peut être une base de données, ça peut être Google Secret Manager. Il va récupérer ces valeurs-là, il va l'utiliser pour créer sa ressource et c'est fini. Mais à aucun moment, la valeur ne sera sauvegardée en fait par Terraform. Encore, il récupère ça, il crée la ressource et c'est fini. J'espère avoir répondu à la question. Si je ne me trompe pas, Terraform, je peux avoir plus de détails. Oui. Donc, j'avais mentionné ça effectivement au début de la séance. Terraform avait également changé. Terraform, c'était en fin d'année dernière, si je ne me trompe pas, en novembre. Donc, Terraform a changé sa licence. Donc, avant, tout était open source, ça veut dire n'importe qui pouvait l'utiliser, notamment, surtout la partie business, c'est-à-dire n'importe qui pouvait prendre Terraform et démarrer un business dessus. Genre, faire du Terraform gestion. Mais Terraform en SaaS. Mais suite au changement de licence, ce n'est plus possible. Donc, le changement de licence, ça impacte uniquement des business qui vivaient de Terraform. Ça n'impacte pas nous qui sommes juste de simples utilisateurs finaux. C'est-à-dire, si vous êtes administrateur ou pour différentes raisons, vous utilisez Terraform dans votre entreprise, vous n'êtes pas du tout impacté. D'accord? Le changement de licence, ça concerne uniquement des gens qui ont pris, qui ont construit leur business sur Terraform. D'accord? Ensuite, je pense qu'on va prendre une dernière question. Donc, je vais essayer de voir. Ça, j'ai déjà répondu. Alors, donc, c'est bon. Ouais, je pense, de toute façon, la dernière question, c'était ça. C'était sur comment sécuriser les informations sensibles dans la configuration de Terraform. Donc, comme je l'ai dit tantôt, ce que vous devez éviter de faire, c'est de sauvegarder des informations, typiquement des secrets dans Terraform. Donc, toutes ces informations doivent être sauvegardées ailleurs. Notamment, je vous recommande de nos jours, il y a Vault qui est très prisé, mais vous pouvez également utiliser le Secret Manager de Google. Voilà. Donc, je pense avoir répondu à toutes les questions. Donc, pour PubDion, donc je vais essayer de, je vais te répondre donc sur LinkedIn et voilà. Donc, merci de m'avoir écouté. Amalou, ouais, j'ai fini. Je sais pas s'il y a. Ok. Donc, n'hésitez pas à noter la session. N'hésitez pas à noter la session et à nous faire un retour. Je suis preneur des retours pour continuer à nous améliorer. Et merci à tous. Merci beaucoup Abdelaziz, c'était une très belle session. Effectivement, comme Abdelaziz le disait, n'hésitez pas à répondre au survey. C'est intéressant pour Abdelaziz, c'est intéressant pour nous aussi, pour voir un petit peu ce qu'on va continuer à vous proposer. Merci beaucoup Abdelaziz pour cette plongée dans Terraform et DevOps et GCP. Je vous en prie, je vais juste mettre, pour finir, je vais juste me remettre le lien vers la démo, Ouais. le lien GitHub, j'ai mis ça dans le chat. Ok, je viens d'envoyer le lien vers mon repo de démo dans le chat. Ouais. Très bien, très bien. Alors, si vous voulez parler à Abdelaziz, n'hésitez pas. Dans la conférence, vous pouvez envoyer un message à Abdelaziz. Il peut être sur la table des speakers. Vous pouvez l'ajouter sur LinkedIn. Donc, tout cela est fort possible. Merci Abdelaziz encore une fois pour ton expertise. Merci à vous d'avoir assisté à cette session. On a quelques minutes de pause. Ensuite, on se retrouve pour clôturer cette session. Oui, c'est déjà la fin de la journée du cloud. Mais il reste une session pour faire un résumé de cette superbe journée. Donc, on vous donne rendez-vous tout à l'heure pour la session de clôture. Merci beaucoup. Merci à tous et beaucoup de courage.